La participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et pourtant, les données indiquent que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du pouvoir décisionnel à travers le monde et que la parité entre les sexes est encore loin d'être atteinte dans la vie politique. Comment renforcer le pouvoir des femmes en vue d'atteindre les postes à responsabilité? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Parole des femmes. Fille aînée du patriarche Antoine Gizenga et représentante du Parti lumumbiste unifié au Canada pendant plusieurs années, Dorothée Gizenga a depuis la mort de son frère Luigi Gizenga été choisie pour réorganiser le PALU. À travers CAPU, le comité d'action pour un PALU unique et unifié, elle a soutenu l'idée d'exploiter toutes les pistes pour atteindre cet objectif. Elle nous en parlera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Parole des femmes. Le thème exploité en ce jour sera focalisé sur le leadership de la femme et sa participation à la vie politique. Ce sera en compagnie de Dorothée Gizenga. C'est une femme leader. Elle est beaucoup plus présidente du CAPU. Le CAPU, c'est le comité d'action pour un PALU unique et unifié. Notre invitée reviendra bien entendu sur son parcours ainsi que ses responsabilités au sein de cette commission de la formation politique PALU et en même temps nous donnera également, pourquoi pas, son point de vue par rapport justement à la journée internationale de la femme. Ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage que nous vous recommandons, un reportage qui nous fera comprendre que les femmes politiques sont des leaders pas comme les autres. Regardez. Le débat sur la parité a suscité l'apparition de nombreux arguments pour légitimer l'accès des femmes au pouvoir politique. Celui imputant aux femmes une capacité à changer la politique dans ses règles, ses manières de faire et ses contenus a été particulièrement utilisé. Novices, différentes, ces femmes ont été parées de toutes les qualités et se sont trouvées investies d'une mission de changement, porteuses d'une autre conception de la politique, réputées plus douces que leurs homologues masculins, plus attentives, moins ambitieuses, plus travailleuses, proches des gens et dévouées. Elles sont apparues comme le remède à la crise que la représentation politique traverse dans le monde depuis quelques années. Cette mise en avant des nouvelles femmes a été d'autant plus forte qu'elle a rencontré une thématique politique importante qui prend forme actuellement, celle de la démocratie locale, un contexte où les femmes ont semblé pouvoir incarner mieux que les hommes cette proximité retrouvée entre élus et habitants, de par leur parcours personnel, souvent issus du milieu associatif et de la société civile, de par l'image d'écoute qui leur est traditionnellement associée. Les femmes sont apparues comme un gage de contact, comme l'incarnation d'un pouvoir qui serait désormais plus à l'écoute des habitants. Aussi, au regard des attentes soulevées, la question de savoir si les femmes sont ou non porteuses de changements dans les politiques municipales semble se poser naturellement. Pourtant, si on l'analyse, la question est loin d'être univoque. Les femmes sont parées et se parent de toutes les qualités qui faisaient défaut aux hommes politiques jusqu'ici. Cette présentation de soi n'est pas étrangère à la façon dont le débat sur la parité a été formulé. En insistant sur l'universalité de la différence des sexes, il a enfermé les futurs élus dans une identité politique qui se doit d'être féminine pour avoir une raison d'être. Si cette identité féminine en politique peut apparaître dans un premier temps extrêmement positive, elle est également contraignante pour les élus qui se voient figés dans une identité sexuée qui n'est pas toujours la plus valorisante en politique. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre. Et comme nous l'avions annoncé au début dans le sommaire de l'émission de ce jour, nous parlerons justement du leadership de la femme ainsi que sa participation à la vie politique. Ce sera en compagnie, pour le compte de ce jour, de Madame Dorothée Gizenga. On l'a dit, présidente du CAPU, rappelons-le, c'est le comité d'action pour un PALU unique et unifié. Madame, bienvenue sur notre plateau. Merci. Même si c'est vous qui nous recevez chez vous. Oui, c'est un plaisir. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Vous me faites honneur. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci. On va rappeler que vous êtes la fille aînée du patriarche Antoine Gizenga, décédé en 2019, paix à son âme. Merci. Et en même temps aussi, on l'a dit, président du CAPU, on en reparlera un peu plus tard, mais dites-nous un peu, quel souvenir gardez-vous de cet homme, de ce grand homme, tout d'abord en tant que père et ensuite en tant que politique? Et je vous remercie de parler tout d'abord en tant que père, parce que les gens oublient souvent qu'il était notre père et que nous l'avons d'abord en enfance connu comme notre père et ensuite comme homme politique dont nous sommes devenus fiers. Notre père était un homme constant, un homme intègre et un homme de discipline. Donc il nous a éduqués avec beaucoup de discipline et avec l'insistance sur l'éducation que nous devons recevoir, que nous devons faire des études, que nous devons avancer et que nous devons nous dévouer à une cause particulière. Selon lui, tout le monde était né pour une cause. Sa cause à lui était le Congo. Donc il a martelé ça dans nos têtes depuis qu'on était très petits. On entendait parler du Congo, alors que nous vivions en exil. Donc ça, c'est l'image que j'avais de mon père en tant que petite, très disciplinaire. On le craignait, ça c'est sûr. C'était un homme de caractère très dur. Il était, mais plus tard, on a compris qu'il nous aimait. Et d'ailleurs, la Bible dit, discipliner, c'est aimer. Mais quand on était enfant, on ne comprenait pas cela. On voyait que la dureté de la discipline. Mais ça nous a beaucoup servi dans la vie par la suite. Et même aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire, c'est avec une planification bien disciplinée. Et je poursuis un certain chemin, quels que soient les dires et quelles que soient les paroles des autres, etc., leurs doutes, leur souhait que je sois chassée, que je parte au Canada. Ça ne me touche pas du tout. Je suis dans la discipline de l'action que je mène. Absolument. Oui. Et au-delà de ce grand souvenir que vous gardez de lui, quel est le plus grand ou le plus bel héritage qu'il vous a légué en termes de valeurs? En termes de valeurs, c'est d'abord la constance. Que ton oui soit oui et que ton non soit non, dit la Bible. Il était homme de parole, il était homme de loyauté à la cause. Il était constant et ça, j'en ai appris. Rappelons également que vous êtes une femme intellectuelle ayant fait des longues études avec un choix hors du commun. Ça n'arrive pas tous les jours de voir une femme, surtout de surcroît africaine, choisir une filière comme la chimie, je vais encore le dire, en dehors de la chimie, les sciences économiques et surtout la gémologie. Quelle a été votre motivation pour le choix porté sur ces différentes filières? Alors, le premier choix de la chimie, c'était pour être en contradiction avec mon père, je dois l'admettre. Ça, je m'en doutais. Alors, pour lui, toutes les femmes devaient devenir des médecins. Parce que pour lui, les femmes ont le cœur, ils ont la passion, le pays en a besoin. On est un pays pauvre, avec beaucoup de malades. Les femmes sont des nourrices, donc toutes les femmes... Elles sont prédestinées. Elles sont prédestinées. Et encore à cette époque-là, donc j'avais déjà dans la famille maman qui était médecin, maman Marthe était médecin, ma cousine, l'aînée de nous tous, de la descendance, elle a étudié médecine à Moscou pendant qu'on vivait à Moscou. Et donc pour lui, c'était chose naturelle que moi aussi je ferais la médecine. Et effectivement, lorsque j'habitais en Angola, j'ai fait mon pré-universitaire en médecine. Et sans rien lui dire, j'ai changé d'option. Comme j'étais très mathématique, j'ai choisi la chimie. Et donc, je suis allée faire la chimie. J'allais le choquer et faire d'ailleurs génie civil en chimie, génie chimie. Mais il n'y avait pas cette option à l'université d'Angola, donc moi j'ai fait la chimie tout court. Et c'était donc pour être en contradiction avec lui parce que je ne me voyais pas être comme toutes les autres. Absolument. Et quand il a découvert, quelle a été sa réaction? Alors il avait l'habitude de me demander mes amis parce que mon père a toujours été un homme d'être le père de tout le monde. Donc mes amis venaient à la maison, et c'était papa Antoine, et il me demandait comment va Aïda, comment va Awa. Et je dis, oh,
il y a longtemps que je l'ai vu, il dit, mais comment vous êtes à la faculté de médecine ensemble? Et là, je vais me rappeler que, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire? Mais par la suite, j'ai décidé que j'allais lui dire la vérité. Et un an après que j'ai fini la première année de chimie, je me suis assise avec lui, je dis, papa, j'ai quelque chose à te dire. Alors il dit, c'est quoi? Je dis, je ne suis plus en médecine. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, la chimie. Il dit, ça te regarde. C'est comme ça qu'il a pris la chose. On a laissé. Il faudrait également dire que vous aviez été à la tête d'une initiative qui évolue dans le secteur minier. Et c'est bien sûr l'initiative Diamant et Développement. Oui. Quel rôle y jouez-vous? J'étais la directrice générale et j'étais la fondatrice avec d'autres membres de l'industrie de diamants et de la société civile. On a créé l'initiative Diamant et Développement parce qu'on était membre du processus de Kimberley et on a constaté que malgré l'existence de ce processus international, l'essor des artisans miniers, donc la production à petite échelle et la production artisanale, n'avait pas changé malgré que la guerre des diamants était déjà terminée. Et nous avons décidé que pour que les guerres ne reviennent pas, il fallait changer le sort des artisans miniers. Et je me suis lancée dans cela. Bien sûr. Et en quoi consistait exactement votre travail? Alors, nous éduquions les communautés minières pour la valeur des diamants qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vendent à petit prix, se font avoir, les conditions de travail qui étaient toujours pas saines, il y avait beaucoup des accidents, question de santé et hygiène, donc améliorer leur sort, leur production, leur connaissance pour qu'ils puissent avoir meilleure valeur de leurs diamants et qu'ils puissent élever leur niveau de vie et participer à l'économie du pays. Donc c'était ça. Et c'est un défi. L'artisanat minier est un défi dans tous les pays du monde. Et le Congo n'est pas une exception. Donc c'était difficile. J'ai couvert 18 pays, 15 en Afrique et 3 en Amérique du Sud, le Brésil, la Guyane et le Venezuela. Et ici en Afrique, bon, en commençant par le Congo et tous les pays voisins qui ont les diamants, plus les autres, la Guinée, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, et etc. Donc, tous ces pays-là, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Tanzanie. Voilà. Et il fallait beaucoup de courage pour réussir ce challenge. Et d'ailleurs, vous avez reçu beaucoup de prix par rapport à cette participation. Oui, j'ai reçu le premier prix à Las Vegas, aux États-Unis, en 2016. Et c'était pour donc les pratiques durables dans l'industrie du diamant. Et donc, durable au niveau de l'artisanat minier. Et c'était donc une organisation de l'industrie qui s'appelle Diamond Empowerment Fund qui m'a choisi. Et j'étais donc la première à recevoir ce prix-là. Après moi, après 2016, d'autres se sont suivis. Chaque année, ils ont quelqu'un, mais j'étais la première à recevoir ce prix-là. Vous êtes fière? J'en suis fière. J'ai mis 12 ans, plus 5 ans dans le processus de Kimberley dans une autre organisation. Donc 17 ans de travail et être reconnu comme ça, ce n'était pas évident. Et ni je m'y attendais d'ailleurs, je ne savais même pas qu'ils avaient des prix comme ça, donc je l'ai reçu. Et ça, c'était mon premier prix. Et puis de là, il y a eu comme une avalanche de prix. Ah oui. Oui, donc c'est un peu ça. C'est vrai, nous apprécions votre modestie, mais pas que ça, il y a eu d'autres. Pouvez-vous nous en parler un peu plus des autres prix? Alors, l'autre prix serait, je suis devenue membre de l'Ordre de l'Ontario. L'Ontario, c'est la province dans laquelle je vivais au Canada. Et c'est la plus haute reconnaissance qu'on peut recevoir. Mais c'est comme ici, il y a l'ordre des héros, il y a d'autres ordres. Et donc, c'était très intéressant parce que j'ai reçu le prix pour mon travail international, pour les diamants de guerre, mais aussi pour le travail communautaire que je faisais en Ontario. J'ai fait beaucoup de travail en tant que bénévole avec les organisations communautaires africaines, de santé, des femmes,
pour les immigrants, puisque j'étais moi-même une immigrante à un moment donné, j'ai voulu aider les autres immigrants à s'intégrer, d'apprendre et comment est-ce qu'on peut ramener ce qu'on apprend au Canada ailleurs pour aider nos pays à se développer avec les connaissances que nous avons. Alors ce deuxième prix couvrait tout ça, le travail communautaire et le travail international. Après, j'ai reçu un autre prix communautaire émis par une association africaine au Canada, à Toronto, et c'était pour les participations que j'avais faites dans les formations que j'ai données aux immigrants. Et donc, en tant que femme qui était si occupée dans mon travail international, mais en même temps, j'avais toujours le temps pour les autres, pour les aider. Donc, c'était le 4e prix, quelque chose comme ça, 3e prix. Après ça, j'ai reçu un prix pour ma participation au processus de Kimberley. On était une vingtaine de personnes à recevoir ce prix-là. Je crois que c'était la 2017-2018. Et finalement, en 2019, j'ai reçu un prix à Dubaï pour le travail dans l'industrie des diamants en général, comment ce que je faisais aider l'industrie des diamants en général. Et je l'ai reçu en septembre 2019. Et après, c'est en septembre 2019 que je me suis installée au Congo, que j'ai laissé ce travail-là et j'ai fait d'autres horizons. Bien sûr, vous décidez de venir au Congo sans doute pour vous engager en politique, mais c'est vrai aussi que ça a été notamment suite au décès de votre frère. Il fallait bien sûr reprendre le flambeau, mais avant justement cela, rappelons que vous aviez été pendant longtemps la représentante légale du Palou au Canada. Oui, absolument. C'est votre deuxième patrie, là où vous avez vécu pendant longtemps. Oui. Alors comment étiez-vous organisé là-bas? Alors, en 1991, mon père m'a nommée la représentante du parti Lumumbiste Unifié au Canada. Et je dois vous dire que j'ai pris peur. Ah oui. Je me suis dit, mais moi qui aime mon petit anonymat, beaucoup de gens ne savaient pas que je suis la fille de Gizenga parce que je ne vois pas pourquoi je dois brandir cela, vous exposer. Oui, j'ai toujours pensé, comme mon père nous a enseigné, que j'allais frayer mon propre chemin. Et je l'ai fait. Alors, auprès de la communauté congolaise, beaucoup ne me connaissaient pas comme d'autres. Et là, du coup, je devais sortir de mon anonymat pour pouvoir les recruter, devenir membre du Palou, etc. C'était une tâche énorme pour moi. Alors, je l'ai fait. Et je l'ai fait dans 3 villes du Canada, Toronto, Ottawa et Vancouver. Et ensuite, j'ai déménagé de Toronto pour Ottawa pour continuer cela à Ottawa. Donc, j'étais la représentante depuis 1991 et j'étais membre du parti depuis 1980. Donc, 11 ans après de devenir membre, ça s'est rattrapé que maintenant, il fallait faire du concret. Et donc, je l'ai fait. En tant que représentante, j'ai dû voir plusieurs ambassades africaines lorsque l'avènement de Kabila Père est venu et nous sensibilisons les différentes ambassades, les gens de soutien que le Palou pensait que les Congos devaient recevoir. Tout ça sous le mandat, je l'ai fait. J'ai été nommée par la suite comme coordonnatrice des relations extérieures, coordonnatrice adjointe, je corrige, du parti Lumumbiste Unifié et je m'occupais de tout ce qui était extérieur pendant que les coordonnateurs s'occupaient de ce qui est intérieur. Et je le suis jusqu'à aujourd'hui. J'ai été reconduite même par les 2 fractions, d'autres ailes du Palou. Ils m'ont nommée coordonnatrice adjointe des relations extérieures. Donc je suis un cadre du parti depuis très longtemps et j'ai le parti à cœur. Je ne suis pas venue au Congo pour faire la politique. J'étais venue au Congo parce que mon père m'a fait appel. Il était d'un vieux âge et il m'a demandé de venir vivre ici auprès de lui pour ces dernières années. J'ai négocié avec mon organisation de venir vivre ici et quelqu'un d'autre prend le leadership de l'organisation. Et quand je suis venue pour vivre ici, malheureusement, mon père est décédé 1 semaine après que je suis arrivée.
Ça m'a beaucoup bouleversée. Je suis encore rentrée au Canada pour voir comment je vais me réorganiser. Mais j'ai tenu promesse, je suis revenue pour appuyer mes frères dans les malheurs que nous vivions et qu'il fallait faire quelque chose. Absolument. Et puisque vous êtes politiquement active, disons ça comme ça, quel objectif souhaiteriez-vous atteindre? C'est vrai, vous avez une grande responsabilité au sein du PALU, mais en dehors de ça, d'une manière générale, vous en tant que politique, quel serait votre objectif? Bon, nous sommes dans des circonstances très particulières que notre parti a dégradé au fur et à mesure des années. Et donc, il faut remonter le parti. Après la mort du patriarche, la dégradation a un peu accéléré. Et après la mort de mon frère, le parti s'est scindé. Maintenant, je me suis donné le mandat de continuer la lutte de mon frère et continuer la vision de mon père. J'ai pris ce leadership-là et maintenant je travaille sur ça. On doit réunifier et remettre le parti au niveau de ce que la vision de nos pères fondateurs était, y compris le patriarche qui était resté le dernier fondateur de ce parti-là. Donc nous devons faire cela. Remettre le parti sur le rail. Nous devons nous débarrasser des gens qui ne vivent que par intérêt dans le parti. On ne se joint pas au PALU pour se faire de l'argent. On devient membre du PALU pour faire la différence auprès de la population congolaise. On a oublié ces valeurs-là, on va remettre ces valeurs-là en place et remonter le parti à être un parti fort. Il semblait que personne ne voulait d'un parti fort, PALU fort. Qu'il fallait absolument le décimer. On nous disait que PPRD veut nous casser. On nous disait que le DPS n'était pas avec nous. Aujourd'hui, nous prenons place et nous remontons. Avec la base, nous travaillons ensemble. Et ça, c'est le devoir que je me donne. Je ne vais pas m'éterniser là-dedans. J'ai toujours voulu une retraite tranquille. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas grave. Je ferai ma part et quelqu'un d'autre continuera le chemin à un moment donné. Mais pour l'instant, non, je ne céderai pas la place à qui que ce soit parce que c'est dangereux. Nous sommes à risque et les ennemis l'ont démontré. Peu importe qu'ils disent que je me crois pour princesse, héritière, royaume et quoi que ce soit, qui d'autre que moi ferait ce que j'ai fait? Parce que les autres ne suivent que leurs intérêts. C'est parce que je suis l'enfant biologique, parce que je ne peux pas trahir la cause de mon père. Je le dis fermement. Je ne quitterai pas jusqu'à ce que nous réussissons à remettre le parti sur le rail. Absolument. Oui. Et bravo pour cette confiance que vous avez en vous. Ah oui. C'est vrai, membre passif, on va dire ça comme ça, du PALU depuis 1980, aujourd'hui devenu active. Existe-t-il des difficultés, des obstacles, des freins que vous avez pu rencontrer et qui continuent jusqu'à ce jour à vous empêcher de vivre pleinement cet engagement politique? Oui, le mensonge. Il y a tant de médisances, tant de mensonges que l'ennemi raconte. Et pour une raison quelconque, la culture même du Congolais, c'est de propager le mensonge, sans vérification. Alors la propagation est très facile. Gizenga Zana Banate, c'était d'abord le premier mensonge qu'ils ont sorti en 2006, pendant qu'il était candidat présidentiel, pour dire que... Oui. Mais pourquoi vous le votez? Il n'a même pas d'enfant, il est un vieillard, ceci, cela. Donc c'était ça. Tu te bats contre les gens, ou tu ne te bats pas, tu le laisses dire, qui disent, mais toi, tu ne peux pas être l'enfant de Gizenga. Il n'avait pas d'enfant. Mensonge, ça c'est premier. Deuxième mensonge, et que je vais rentrer au Canada, que combattez-la suffisamment fort, elle va tout abandonner et elle va rentrer au Canada. Voyons voir, ils n'ont qu'à voir. Ça c'est deuxième mensonge. Ah oui. Mais il y a plein comme ça. Donc, la médisance, l'opprobre, mensonge, c'est sur cela que l'ennemi vit. Tu ne peux pas perdre ton temps à les contredire. Tu ne peux que démontrer ce de quoi tu es capable. Et chaque fois que je passe à la télé, et merci pour m'avoir invité, les gens me découvrent. Les gens font des commentaires positifs et disent « Ah, mais nous, on ne savait pas que le patriarche avait des enfants. Et encore des enfants si intelligents. » Mes diplômes, je ne les ai pas achetés. Ah non? Non.
Personne ne me les a donnés gratuitement. Mon expérience que j'ai faite dans plusieurs organisations, dans toute une carrière, elle n'est pas inventée. Je l'ai vécu, les gens m'ont vu ici. Chaque année, avec mon organisation, je faisais au moins 4, 5, 6 voyages par année pour le Congo tout seul. Je vous rappelle que je couvrais 18 pays. Je disais aux gens que mon deuxième adresse, c'est Air France. Parce que j'étais tout le temps dans l'avion. Ah oui. Mais c'est ça. En quittant le Congo, pour profiter du même billet, il fallait s'arrêter dans d'autres pays que je couvrais. J'étais tout le temps dans les avions. Et ça, ce n'est pas une invention. Ça fait partie de ma vie, de mon CV. Et j'en suis fière. Absolument, nous également. C'est vrai, vous revenez au Congo pour épauler, si on peut le dire ainsi, votre père qui malheureusement décédera une semaine après. Votre frère reprendra le flambeau en tant que secrétaire général du PALU et qui par la suite décédera aussi. Et vous avez été choisi, vous, pour mettre en place une commission pour réorganiser justement le PALU. Quelle a été, ou quelle est encore jusqu'à ce jour, l'étape la plus difficile par rapport à ce challenge? Alors, je vais un peu recadrer les choses. Avant de mourir, 6 mois avant de mourir, à 7 mois avant de mourir, mon frère m'avait nommée comme la coordonnatrice de la commission ad hoc préparatoire du congrès. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a inspiré, mais il me disait qu'il était entouré de beaucoup d'ennemis, qu'on le combattait beaucoup et qu'il faisait confiance que moi j'allais faire ce travail et l'amener jusqu'au bout. Je dois dire que c'est vrai. Il a fait confiance à la bonne personne. Et j'ai créé une commission. On était à 10 et chacun avait ses sous-commissions. On était jusqu'à 64 personnes. Nous avons fait l'analyse de toutes les structures du parti, des textes, des organes. Nous avons vu notre projet de société à revoir. Nous avons fait tout ce travail massif pour présenter, pour qu'on puisse aller au congrès. Notre premier congrès s'est tenu en 1964. On ne pouvait pas aller à un deuxième congrès 56 ans après et laisser les textes tels qu'ils étaient, laisser les organes et les structures telles qu'elles étaient parce que quelque chose ne marchait pas. On a dégringolé depuis qu'on avait pris le pouvoir en 2006. Le goût de l'argent avait changé le parti. Il fallait maintenant mettre des garde-fous. Il fallait maintenant réparer la voiture, pas seulement aller changer le leadership, parce que seul un congrès peut déterminer un nouveau secrétaire général, et ça c'était urgent, mais pourquoi on devait s'arrêter là alors qu'il y avait urgence en tout? Alors nous avons fait tout ce travail-là. Nous l'avons présenté au secrétaire général AI, qui avait été choisi par le bureau politique, qui était mon frère, Lugui Gizeng. Nous l'avons présenté ça et il nous a confirmé par écrit en mai que cette commission va être confirmée en tant que le nombre de personnes, etc. et mutée par la suite en un comité préparatoire du congrès. Malheureusement, il décède le 1er juin 2020. Et qu'est-ce qu'on observe? Immédiatement, il y a une guerre de positionnement des différentes fractions. C'est ainsi qu'à la veille de son enterrement, je suis sortie à la télé 50 pour rappeler tout le monde à l'ordre et dire que, attention, personne ne fera ici une manœuvre de déterminer un nouveau secrétaire général sans qu'on aille au congrès. Ça fâchait beaucoup de gens parce que ce n'était pas dans leur plan. Ils attendaient qu'on enterre mon frère pour qu'il commence à montrer la vraie couleur de ce qu'ils allaient faire. Je n'allais pas attendre qu'on enterre mon frère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Nous sommes des Bantous, on attend d'abord d'enterrer. Donc je devais, moi, leur laisser d'abord la place d'agir pour que... Non, j'ai protégé le patrimoine qui est le nôtre, qui est le PALU, en sortant avant. Et j'en suis sûre que et mon père et mon frère sont en train d'applaudir, dire bien fait. Oui, nous sommes des Bantous, mais nous protégeons d'abord ce qui est notre héritage commun. Oui. Et vous, à la tête de cette commission, le CAPU, rappelons-le, commission d'action pour un PALU unique et uni et unifié, c'est ça? Oui, c'est la commission d'action pour un PALU unique et uni. Voilà. Quels sont les grands enjeux? C'est vrai, il faut réorganiser, mais pas que. Alors, les grands enjeux, c'est surtout remettre tout le monde ensemble, si on le peut.
remettre tout le monde ensemble et aller de l'avant vers un congrès. C'est seul le congrès qui peut élire un secrétaire général. Donc ça doit être un congrès inclusif, un congrès transparent, un congrès même exceptionnel qui ne suit pas seulement les textes comme certains le veulent, parce que nous sommes dans une exception incroyable. Il faut être flexible, hein? Il faut être patriotique vis-à-vis de ton propre parti pour pouvoir maintenant réussir la vraie cause, c'est d'élire un leadership qui est conscient, un leadership qui suit la vision, hein, qui est intègre. Nous devons mettre des critères pour cela et aller de l'avant. C'est ça, nous devons toujours aller à un congrès. Il y a une faction qui a organisé un congrès, mais nous ne le reconnaissons pas. Aucun critère n'a été réuni pendant ce congrès-là, pendant ces assises, je dois les appeler. Même ceux qui ont participé, nombreux n'étaient même pas membres du parti Le Mombiste Unifié. Et selon la réforme qu'ils ont utilisée, ceux qui étaient élus, certains ne devaient même pas être à ce congrès-là. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu tricher comme ça? Mais ça ne nous décourage pas, hein? Ça montre seulement la vraie couleur de certaines personnes. Et à un moment donné, tu t'écartes d'eux et tu vas de l'avant avec les autres qui veulent la même chose que toi. Il n'y a qu'une fin possible pour ces gens-là, et que soit ils abandonnent ce qu'ils ont fait, ou soit ils ne seront plus palous. Ils ne seront pas palous. Je tiens et j'ai la base derrière moi qui nous ont dit cela pendant les concertations et la table ronde que nous avons organisées. Et comme vous le savez, ils ne sont pas venus. Alors la base nous a donné l'ordre de nous assumer et d'aller de l'avant pour amener le parti au Congrès. Et nous allons le faire. Il faut bien sûr multiplier les stratégies pour réussir ce défi. Oui. Je ne vais pas les mentionner ici, par exemple, mais nous le faisons. Hein. Nous, avec les ressources que nous avons, ce n'est pas toujours évident, mais nous allons de l'avant. Quand tu as le peuple avec toi, notre base est avec nous, et nous avons les uns et les autres, nous allons arriver. C'est vrai qu'il y a eu une forte crise, vous l'avez expliqué tout à l'heure là, mais peut-on dire qu'à ce jour que le feu s'est apaisé? Que le fossé s'est apaisé? Le feu s'est apaisé parce que vous avez une base derrière vous, apparemment vous avez la majorité derrière vous. Oui, mais écoutez, les deux autres groupes se battent pour être dans le gouvernement qui va être formé bientôt, et toute leur concentration est sur cela. Écoute, je ne sais pas, c'est justement cette formation du gouvernement qui va déterminer quelle est la nouvelle stratégie à adopter par la suite, hein, parce que certains se sentent forts une fois qu'ils sont reconduits ou introduits ou comment. Donc nous attendons impatiemment, mais tout en gardant notre calme. Absolument. La formation de ce gouvernement, ça nous dira quel est le pas suivant. Et puisque nous parlons également de la femme, parlons ou reparlons, si vous le voulez bien, du 8 mars, qui est cette journée dédiée aux droits des femmes. Et d'ailleurs en RDC, c'est durant tout le mois de mars que différentes activités sont organisées. Comment l'avez-vous vécu personnellement, cette journée du 8 mars? Alors, l'aile Palou qui est avec moi, nous avons organisé le 8 mars des ateliers dans lesquels ont participé à peu près 500 femmes et 100 hommes. Et les ateliers, c'était pour entendre la voix de la femme du Palou, de la base, pour nous dire quels sont leurs désirs, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on peut améliorer au sein du Palou pour elles, mais pas seulement au sein du Palou, au Congo, pour toutes les femmes.
Alors c'était très intéressant parce que les femmes se sont exprimées librement. Ils nous ont parlé des attitudes des hommes, ils nous ont parlé des emplois qu'ils ont besoin. Pourquoi est-ce que lorsque on nomme un ministre, on ne prend pas suffisamment de femmes, donc mettre la parité dedans, mais même les fonctions. Ils disent, même si nous devons balayer seulement le bureau, mais c'est déjà un revenu pour nous qui va nous assister. Alors, pourquoi est-ce que les chauffeurs ne doivent être que des hommes? Les chauffeurs du ministre, je peux aussi être, a dit une femme. Si. Donc c'était intéressant. Et ce que j'ai trouvé vraiment touchant est que ces femmes exprimaient qu'elles sont prêtes à tout faire. Aidez-nous, avancez-nous, relevez notre niveau. Et nous allons nous concentrer sur cela dans les programmes à venir. Donc cette femme, elle est prête pour une remise en forme, une remise à niveau, comme on dit? Une remise à niveau, ou même pas une remise, une mise à niveau pour certaines. Il y a aussi l'expression des femmes qui sont âgées. Elles ont passé toute leur vie pratiquement dans le Palou. Elles veulent se retrouver. On est déjà vieilles maintenant. La plupart sont analphabètes aussi. Elles sont aussi analphabètes. L'alphabétisation est un des programmes qu'elles ont demandé. Il n'y a pas d'âge pour l'alphabétisation. Bien sûr. Alors, que ce soit jeune, vieux, etc. Alors, j'ai trouvé ça très touchant. Et je leur ai promis que nous allons le faire. Nous allons le faire petit à petit. Et nous allons arriver là où juste ce qu'elles montent dans les instances supérieures. Comme je disais, pour nous, la parité homme-femme n'est pas la finalité en soi, mais que les femmes puissent être à la table de la décision. Parce que quand les femmes ne sont pas impliquées dans les décisions qui les concernent même, rien ne marche. Ça, c'est juste. L'application, l'exécution n'est pas là. Regardez les accords de la paix que tous les pays en font qui ont connu la guerre. Si les femmes sont absentes de la table de négociation, la paix n'est jamais durable. Et l'application même des résolutions prises pendant ces tables rondes de négociation, etc., est très lente. Et les femmes continuent à être les plus grandes victimes de ces guerres. Alors c'est important que nous mettons la femme à la table de la décision. La première congressiste noire des États-Unis avait dit que si on ne vous invite pas à la table, amenez votre chaise pliante. Imposez-vous. Imposez-vous. Et c'est ce que nous allons faire. Nos femmes du Palou sauront s'imposer à la table de décision. Il faut inculquer, parce qu'apparemment les pesanteurs sont tellement lourds que la femme ne se fait pas confiance en elle. Mais voilà, j'allais dire que souvent la pesanteur est dans la femme elle-même. Des décennies de mépris, de non-considération de la femme ont fait que la femme n'a pas souvent confiance en elle-même. Pire même, elle n'a pas confiance en d'autres femmes. Elle est la première à saboter les autres femmes, qu'elle ne veut pas qu'elles gagnent les élections. Nous devons changer tout cela, qu'elles comprennent que c'est en union, en nombre, que nous avons la force. Et rééduquer la femme à servir les femmes. On n'est pas là pour être des Margaret Thatcher, tout simplement. On est là pour avancer la femme. La première éducatrice dans un foyer, c'est la femme. Dans le pays, donc, c'est la femme. C'est vrai que la femme est présente au sein du parti Lumumba unifié, mais quel rôle joue-t-elle, cette femme? Elle est très disposée à tout ça, elle vous a donné ses recommandations, ou plutôt dire ce qu'elle attend du parti. Oui. Quelle place occupe-t-elle? Alors nous avons plusieurs niveaux de femmes dans le Palou. Il y a la femme militante qui est à la base, nous avons des femmes cadres, et nous avons aussi des femmes qui ont tenu des responsabilités au niveau du gouvernement. Donc nous avons eu Laure Marie Kawanda qui était ministre des Transports, après elle est devenue secrétaire permanente et elle n'est plus avec nous dans le Palou. Les divergences, c'est ce que ça fait, etc. Nous avons eu d'abord, la toute première, c'était Maman Thérèse Pakassa, pour ne pas mentionner la veuve du patriarche, Maman Anne Bouba Gizeng, qui a vécu à côté de lui, a combattu à côté de lui 40 ans
Donc, et ça, ce n'est pas à négliger. Nous avons eu des femmes vaillantes dans notre parti. Aujourd'hui, on a des femmes députées, on a des femmes sénatrices dans le Palou, quelle que soit l'aile auquel elles appartiennent aujourd'hui. Et puis, il y a moi-même aussi, il ne faut pas oublier. Bien sûr. Mais au-delà de tout ça, madame, quels sont les mécanismes mis en place par le Palou pour encourager la participation de la femme à la vie publique? Alors, c'est justement la partie que nous devons travailler. Que ce ne soit pas un hasard ou une faveur parce qu'elle est une connaissance, que ce soit un système qui est équitable et pour les hommes et pour les femmes. On ne va pas favoriser les femmes et diminuer les hommes, non. C'est une parité. Donc nous devons avancer tout le monde qui a besoin. Hein. L'équité ne veut pas dire nécessairement égalité. Hein. C'est proportionnel. Donc nous devons faire ça. Oui. C'est la partie donc nous devons mettre en place, réfléchir là-dessus, comment systématiser le progrès et l'émancipation de la femme au sein du Palud et au sein de la communauté congolaise. Et certes, les partis politiques ont un grand rôle à jouer dans le mécanisme, c'est-à-dire motiver les femmes, les encourager à une participation publique effective. Et que dire de la candidature des femmes aux élections? Absolument, c'est ce que nous voulons. Parce que tant que la femme n'est pas dans les instances de décision, parce que quand elles participent aux élections, cela veut dire qu'ils vont jouer un rôle décisif. Alors c'est ça que nous avons besoin, agrandir le nombre de femmes qui peuvent être candidates viables, hein, pas seulement la vanité, là, mais candidates vraiment viables, qui comprennent l'idéologie du parti et sont prêtes par loyauté à exercer l'idéologie du parti. Parce que nous avons d'autres qui sont à la place de décision, mais ce qu'elles voient, c'est leur poche. Ce qu'elles voient, c'est leur positionnement. Ce n'est pas ce genre de femmes que nous avons besoin dans les élections. Ce n'est pas cela que nous voulons élire. Nous voulons élire la femme qui va servir le Congo, la femme qui va servir son parti et les autres femmes. La femme congolaise, vous l'avez remarqué comme vous, comme nous d'ailleurs, s'est engagée politiquement et de plus en plus il y a aussi des jeunes. Mais dans cet engagement politique de la femme congolaise, qu'est-ce qui vous dérange un tout petit peu? Si on vous demandait de changer un peu les choses, ce serait laquelle? Donc vous voyez, vous posez des questions lourdes là. C'est d'abord que il faut être là pour une cause. Quand tu n'as pas une cause, tu n'as rien en fait. Tu ne produis rien de bon, tu n'offres rien de bon, hein? Tu n'offres que ce qui te servent à toi. C'est d'abord ça. Je voudrais que, et pas seulement pour les femmes, hein, ça c'est aussi vrai pour les hommes, on doit venir au pouvoir, à la décision pour avoir un changement social. Ce n'est pas un bénéfice personnel. Le peuple est en train de t'élire en tant que député parce qu'il a un espoir que tu changeras les choses. Il ne faut pas aller leur distribuer des pagnes et des t-shirts, hein, les ballons ou quoi encore, pour acheter leur loyauté de te voter et ne rien faire pour eux par la suite. Et c'est un peu ce que est la politique congolaise. Nous pensons et nous espérons que la donne va changer. Peut-être à partir de ce nouveau gouvernement qui va se former. Il faut choisir les têtes qui ont des convictions, hein, qui vivent pour le changement social, pas personnel, mais communautaire, national. C'est comme ça. Et la junte féminine congolaise qui aujourd'hui est très présente politiquement, on en voit même au niveau du Parlement, ce sont des jeunes qui sont là. Est-ce une fierté? C'est vrai, c'est une fierté. Mais cet engagement politique, d'après vous, n'est-ce pas un peu prématuré? Sont-elles assez préparées pour s'y retrouver? Bon, vous savez que les femmes sont plus matures que les hommes. Ça, c'est sûr. Au même âge, elles sont plus matures. Oui. Donc, pour moi, voir une jeune femme dans le Parlement, telle que Mme Aminata, qui c'est, je crois que c'est un bon exemple. Maintenant, c'est voir comment ils agissent. Leur maturité doit se traduire dans l'action. Si dans cette action, ils montrent cette maturité, mais encourageons plus de jeunes.
Et puis, il ne faut pas qu'on voit tout le temps les mêmes être recyclés en tant que député, en tant que ministre. Il faut de nouvelles têtes. Pour cela, d'autres doivent entrer dans la politique. Les jeunes doivent entrer dans la politique. 25 ans, ce n'est pas trop tôt. À 25 ans, on présume avoir terminé ses études, avoir fait une certaine expérience et entrer. C'est ça que nous voulons. La vie économique et sociale du pays doit être vibrante. Et elle doit commencer avec les jeunes qui vont être la relève par la suite. Moi, je crois que c'est une bonne chose. D'autant plus que la femme est plus mature que l'homme. Un homme de 25 ans n'a pas la même maturité qu'une femme de 25 ans. Hein? Et tout cela, d'ailleurs, ça commence au foyer parce qu'on donne plus de responsabilités à une fille qu'à un garçon. Va faire la cuisine, va laver les habits, va faire ceci, occupe-toi de tes petits frères. Hein? Alors que les garçons peuvent encore aller jouer au ballon s'ils le peuvent. Alors oui, la maturité vient plus vite. Oui. Je ne dis pas qu'on doit discriminer la fille. Qu'on n'en voit qu'elle. L'homme aussi, il mature quand on lui donne aussi des responsabilités très tôt. Donc je ne veux pas préjudicer les filles du tout, mais le résultat est qu'elles sont plus matures. On va prendre une dernière question. Oui. Avant de mettre un terme à l'entretien de ce jour. Est-ce que vous avez un mot en guise de conclusion à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent ce jour? Vous savez, moi, ce qui me motive, que j'ai l'espoir pour le Congo. Et je demanderai à tous les Congolais de ne pas perdre cet espoir parce que l'espoir fait vivre, espoir nous amène à la volonté de changement. Et donc, quel que fût le passé de notre Congo, il est lourd. On a connu des guerres, on a connu des violences, on a connu des moments de prospérité aussi, hein, d'indignité et tout ça. Il ne faut pas perdre espoir. Oui. Et tant qu'on a cet espoir-là, il y a un meilleur avenir pour le Congo. Merci. Merci beaucoup, madame, oui, pour merci nous avoir accordé ce temps. Oui. Également à vous, merci de nous avoir suivis. Nous allons mettre un terme à l'émission de ce soir, à l'émission de ce jour. Mais bien avant, voici la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Une femme qui fait une fausse couche ou donne naissance à un enfant mort-né aura dorénavant droit à un congé payé spécial de 3 jours ainsi que son conjoint. Objectif de la nouvelle loi néo-zélandaise, éviter à la femme tributaire d'un arrêt maladie et permettre à son partenaire de l'accompagner dans l'épreuve. Dirigée par une femme, Jacinda Ardern depuis 2017, la Nouvelle-Zélande s'impose une nouvelle fois à l'avant-garde des avancées pour les droits des femmes avec cette loi votée par le Parlement le 24 mars 2021 dernier. Celle-ci garantit un congé spécial de 3 jours aux parents confrontés à une fausse couche à tout moment de la grossesse ou à la naissance d'un bébé mort-né. Jusqu'à présent, le Néo-Zélandais avait droit à un congé des deuils après la perte d'un enfant, mais celui-ci n'incluait pas la perte d'un enfant qui ne serait pas né vivant. Elle tire à balles réelles pour les dizaines des femmes dans ce centre de tir situé près de Johannesburg. Dompter une arme à feu est un moyen de se protéger. Sur leur t-shirt, on lit le mot dièse, victime no longer, slogan d'une campagne soutenue par GOZA, l'association des propriétaires d'armes à feu en Afrique du Sud, qui organise des stages d'initiation aux armes destinées aux femmes. En Afrique du Sud, l'un des pays les plus violents au monde, les meurtres sont en hausse constante. En 2019 et 2020, 21 325 personnes ont été tuées selon le dernier rapport annuel de la police et le taux des féminicides est 5 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Disparue le 3 mars 2021 dernier, alors qu'elle rentrait chez elle à pied, Sarah Everard a été retrouvée une semaine plus tard assassinée. Aussitôt, le meurtre de la jeune femme, cadre marketing de 33 ans, dont le seul crime était de vouloir rentrer chez elle à pied, déclenche sur les réseaux sociaux une vague de réactions de la part de toutes ces femmes qui s'identifient à la trentaine. Un sondage YouGov pour UN Women UK, qui dépend de l'ONU, révèle l'étendue du problème. 80% des femmes de tous âges rapportent avoir été victimes de harcèlement dans les lieux publics.
et 97% des femmes âgées de 18 à 24 ans indiquent avoir été victimes de harcèlement sexuel. À l'indignation suscitée par la mort de Sarah Everard s'ajoute désormais une colère des femmes contre la police londonienne après son intervention musclée lors d'un hommage à la victime. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi avec un aussi grand intérêt. Rendez-vous la semaine prochaine.